des années, j'ai enseigné en Algérie, j'ai passé des mois, des années partout en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a des autres académiciens qui sont comme ça. Et ce n'est pas pour avancer les intérêts des Américains ou du gouvernement américain. Nous sommes indépendants, nous avons un vrai intérêt. Malheureusement, les hommes et les femmes qui sont derrière les politiques étrangers des États-Unis ne sont pas des spécialistes de l'Afrique du Nord, ne sont pas des spécialistes du Moyen-Orient, etc. Ils ont des intérêts plus étroits, etc. À mon avis, à ce moment-là, ça c'est le mieux que l'on peut faire. Ça veut dire faire rien. Par rapport avec qu'est-ce qu'on fait en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Si on met dans ce contexte, dis rien, fais rien, ne fais pas mal, ne fais pas bon. Parce que quand vous faites bon, ça fait mal. Et historiquement, en termes de le passé, peut-être que c'est le meilleur. Mais c'est l'avis d'opinion des académiciens, je ne sais pas si... Mais je crois que pour Obama, voilà, nous sommes maintenant dans une période électorale aux États-Unis. Donc, les questions étrangères n'est pas très importante pour l'électorat américain. C'est, comme vous avez dit, l'économie, les choses sociales, culture. Il y a une choc de culture aux États-Unis maintenant. Donc, c'est difficile d'avancer. On doit faire telle ou telle chose en Afrique du Nord. Ça ne m'intéresse pas. Donc, pour de bonnes raisons, de mauvaises raisons, je ne sais pas. Je crois que les États-Unis vont rester comme ça, indifférents, presque plus ou moins indifférents. Même avec le cas d'Algérie, c'est Hillary Clinton est passée là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis avec vous, vous avez bien fait, continuez, etc. etc. Ça, c'est l'exemple, je crois, de cette C'est une autre très bonne question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société civile algérienne est très active, très indépendante et presque libre, pas vraiment libre, mais si par exemple on cite le cas de El Watan, c'est un journal français indépendant en Algérie, c'est un journal qui peut écrire n'importe quoi. N'importe quoi. Pas tout, mais presque. Dans un système autoritaire. Là, on peut évaluer ça dans deux termes. C'est le régime qui le laisse pour diffuser l'opposition. Vous pouvez écrire comme vous voulez, faire des manifestations comme vous voulez. Si le Sonatrach reste avec nous, c'est le pouvoir est avec nous, vous pouvez. Ça, c'est une interprétation. Et l'autre, c'est qu'il y a vraiment, si on parle d'une culture politique démocratique, ça c'est l'évidence de cette culture démocratique parmi les Algériens, qui peut écrire, les intellectuels, les savants, les étudiants, etc. C'est une société, une culture énormément active et indépendante. Et même si l'État, le pouvoir, le DRS essayait d'éliminer, c'est impossible. Donc pour eux, ça veut dire le pouvoir, c'est seulement deux, trois choses. L'économie, le Sonatrach, l'État en général, et la sécurité. Après ça, fais comme tu veux. Et ça marche. Et peut-être ça va marcher pendant beaucoup d'années. On va voir. On va voir. Mais si vous suivez la presse algérienne, c'est très intéressant. Les Gleam, c'est le
cartoons, the cartoons in French. Dylan. Dylan, but the cartoonist in French. I don't know, that's his name. Caricature politique dans les journaux. C'est absolument choquant, souvent. Je veux juste poser une question qui a déjà été posée. C'est à propos des académiciens en général et des académiciens occidentaux en particulier, qui utilisent des théories qui étaient développées pour l'Amérique latine et l'Europe de l'Est pour étudier le changement démocratique. Et ils transposent ces théories-là pour étudier ce qui se passe dans le monde arabe, où le changement se fait dans son mode révolutionnaire. Est-ce qu'il y a une différence à votre avis? Et s'il y a, est-ce qu'il y a d'autres outils analytiques qu'il faut utiliser pour... À mon avis, l'expérience arabe est totalement différente de l'expérience de l'Amérique latine, même de l'Europe de l'Est. Parce que là-bas, c'est pas... Bien sûr, ils sont tous autoritaires, mais les régimes ont changé en termes d'une négociation entre les élites. C'est les élites qui déterminaient, voilà, ça suffit, les militaires doivent sortir, les partis, pacting, voilà. Donc ici, l'expérience arabe, c'est vraiment populiste. C'est arrivé sur le bas jusqu'en haut. Là-bas, c'est en haut que déterminé, voilà, c'est fini. On va changer pour n'importe quelle raison individuelle, économique, internationale. Et donc, nous n'avons pas un modèle de théorie pour appliquer exactement pour le cas arabe. On doit créer de l'expérience empirique pour avancer une théorie de ces révolutions. Bien sûr, il y a des révolutions Chine, et russe, et américain, français. Mais à mon avis, ces expériences n'est pas vraiment à propos de l'expérience arabe. Donc, je ne crois pas que les théories sur l'Amérique latine est complètement à propos et utilisable pour les cas du monde arabe. Vraiment, ça va prendre du temps, bien sûr, parce que nous sommes au lieu de ce qui se passe. Mais finalement, on doit créer une autre théorie. Comment ça va passer? Les relations entre l'État, la société, l'islam, les interventions des acteurs étrangers, des éléments tout à fait différents qui n'existaient pas ailleurs. Donc, c'est un projet voilà, c'est une variable très importante qui n'existait pas. Il y a bien sûr l'Église catholique en Hollande était important, etc. Mais ici, on ne parle pas seulement d'une institution, c'est plus grand que ça. Est-ce qu'à votre avis, le vrai défi algérien, ce n'est pas un défi démocratique, mais c'est un défi de la transformation du système autoritaire, d'un système autoritaire militaire en un système autoritaire civil? Est-ce qu'à votre avis, le vrai combat, c'est entre le gouvernement, l'armée et le département de sécurité militaire? Je n'ai pas complètement compris la question. Pouvez-vous répéter une question? Au début, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'à votre avis, oui. Le vrai défi algérien, ce n'est pas le défi de la démocratie, mais c'est un défi de transformation d'un système autoritaire militaire en un système autoritaire civil. Et que le vrai combat, c'est entre le gouvernement civil et l'armée, avec le département de sécurité militaire. Well, I mean, the question is more... Is the problem more transformation of the system and Le système est civil. C'est le militaire qui est au pouvoir, mais ce n'est pas un système militaire. Ça, c'est différent. C'est différent.
le système civil gouverné par le militaire. Donc c'est pas comme l'Amérique latine, etc. Pour l'armée, pour le DRS, l'idéal c'est, comme ils ont essayé de faire avec Boudiaf, ça n'a pas réussi. Ils ont essayé avec Ali Kafi, ça n'a pas réussi. Donc ils le prennent Zarouab, et puis lui, finalement, il est parti, il est démissionné, et Bouteflika. Pour eux, ça c'est le modèle idéal. Un civil, fait ça pour le président, mais le pouvoir reste avec eux, le militaire. Voilà. Donc ce n'est pas un système militaire, c'est un système civil qui est contrôlé par la sécurité militaire. Et c'est fascinant comment on peut faire ça. Mais ça c'est comment ça marche. Donc, pour changer ce système, on doit déterminer, premièrement, qui sont ces gens-là. Qui sont les gens qui déterminaient, qui assassinaient Boudiaf, qui assassinaient Ali Tounsi, qui assassinaient plusieurs des politiciens et des autres Algériens pendant des années, et qui n'ont jamais accusé, je ne crois pas qu'ils ont attrapé quelqu'un pour toutes ces assassinations. Donc, ce n'est pas un système militaire, c'est un système civil contrôlé par une sécurité militaire, à mon avis. Est-ce que vous êtes certain que ce sont eux qui ont assassiné Boudiaf? C'est qui? Est-ce que vous êtes certain que ces gens-là ont assassiné Boudiaf? En Algérie, on n'est pas certain de rien. Voilà, C'est vrai? Certain de rien. C'est mon opinion. Et les opinions de beaucoup de gens. Mais évidence, données spécifiques n'existent pas. N'existent pas. Vous avez raison. Monsieur, s'il vous plaît, en tant que chercheur occidental qui vient de l'Amérique, comment vous évaluez l'expérience tunisienne après l'ascension du mouvement arabe? Comme ils m'ont invité, je connais la Tunisie très bien. La première fois que j'étais ici à 72, et j'ai enseigné à l'université. Ils m'ont dit, voilà, maintenant, la Tunisie est un pays démocratique. Et on n'a pas besoin des Américains ou des étrangers de venir en Tunisie, de dire à les Tunisiens comment la démocratie marche pas, etc. Donc il m'a dit, parlez des autres choses, mais pas de la Tunisie. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, qui sont toutes positives, absolument positives. Parce que je connais Habib Bourguiba personnellement, je connais presque tous les... Je connais Rachid Ranouchi, c'est mon ami. Je connais Hamma Hamani, c'est mon ami. Je connais Najib Chabi, c'est mon ami. Après des années, à un certain âge, vous connaissez tout le monde. Donc c'est difficile de prendre une position négative parce qu'à un niveau personnel, après des années, quand vous connaissez quelqu'un personnellement, mais finalement, les choses que je trouve très, très importantes, c'est le système maintenant donne l'opportunité pour tous ces gens d'exprimer comme ils veulent. Les gauches, les droites, les islamistes, ce qu'il a. Je reste très optimiste sur la Tunisie. Même s'il n'a pas de pétrole, ou n'est pas très important géostratégiquement, etc. Et ça, c'est un grand avantage. Oui. Heureusement, vous n'avez pas de pétrole. Heureusement, vous n'avez pas un grand, Sinon, vous n'avez pas de canal de Suez. Heureusement, vous êtes. J'espère que. Oui. ولا الامريكي يهبطوا J'aimerais mais on va clarifier ويمشيو لالجيري يبقوا على الجيري. le concept de la culture que je pense qu'il y a un mal entendu entre nous. Ça veut dire, moi, quand j'ai parlé de la culture, d'abord, je ne parle pas de
la culture démocratique. En fait, je parle de la formation des gens qu'on a par exemple en Afrique du Nord, qu'il faut bien soulever pour comprendre en fait ce qui se passe par exemple en Tunisie. Par exemple, vous avez rencontré Bourguiba. Bourguiba avait une formation bilingue et biculturelle. Donc, dans ce sens-là, il a essayé de faire, ça veut dire, de faire de la Tunisie un pays qui demeurera très allié, en fait, à la France et aux États-Unis. Pourquoi il a fait ça? C'est évidemment de sa culture biculturelle et bilingue. Et quand j'ai mentionné par exemple la différence entre Bouteflika et Hawari Boumedir vis-à-vis l'arabisation, ce qui explique la différence, parce que Bouteflika, il n'est pas vraiment passionné par l'arabisation comme Hawari Boumedir. Et ce qui explique, c'est la formation, en fait, De base. de l'éducation. Hawari Boumedir, il avait étudié à Zaytoun, puis à Al-Azhar. Donc pour lui, l'arabisation était un fait qu'on doit accomplir. Alors que, par exemple, Bourguiba et les intellectuels tunisiens aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment passionnés par deux dimensions, ni l'arabisation comme telle, et ni évidemment l'islam. Et moi, comme Tunisien, quand je pose la question, par exemple, aujourd'hui, on parle d'un complot contre le gouvernement tunisien, qui était bien. Et lui, on trouve ça, en général, soulevé par ceux qui n'adoptent pas ni, par exemple, l'appartenance très claire, en fait, au monde arabe, ni évidemment à l'islam. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui en Tunisie, on a a clash of culture, and in particular language and Islamic values. Et dans ce sens-là, évidemment, moi j'utilise la culture. La culture, c'est-à-dire comme en fait un ensemble des choses qui rend les gens, par exemple, moi j'ai écrit un article récemment pour expliquer pourquoi en fait le soulèvement arabe est parti très vite d'ici en Tunisie envers l'Égypte et la Libye. Et j'ai trouvé ce que j'appelle la théorie des dominos culturels. Parce que ces pays se ressemblent beaucoup au niveau, évidemment, linguistique et au niveau religion. Donc, on voulait peut-être s'imiter l'un l'autre. Et dans ce sens-là, l'Algérie peut-être ne sera pas trop loin. Parce que les Algériens, évidemment, ont l'arabe comme une langue nationale et le berbère aussi, mais évidemment le facteur de la religion. C'est dans ce sens-là que moi, j'aimerais bien qu'on précise, parce que ce n'est pas une chose très vague lorsqu'on parle de la culture. Bon, ça pourrait être, en fait, vague si on ne fait pas la spécification des choses. Merci. Merci encore. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous avez des informations concernant le rôle de la France dans la crise de la guerre civile en Algérie en 1991? Premièrement, et deuxièmement, quel rôle précisément de l'ex-président Jacques Chirac? Parce que j'ai lu quelques documents sur ce président Jacques Chirac. Jacques Chirac, vous savez très bien, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur ce sujet. Et c'est difficile de déterminer exactement le rôle des États-Unis ou la France pendant la guerre, etc. Mais
il y a une chose que je suis absolument certain, que le moment entre les deux tours d'élection parlementaire en Algérie, 91 et 92, que Paris et Washington étaient dans une position de déterminer avec le militaire de faire ou ne faire pas un coup d'État. Et à mon avis, ils ont, peut-être pas directement, mais indirectement, va faire. Et c'est ça qui a commencé la guerre civile. Donc il a joué un rôle fondamental. Parce qu'à ce moment-là, ils ont peur de l'islamisme. C'est l'Iran, etc. Et même si j'avais dit que l'Algérie, le militaire algérien ne prend pas de leçons de n'importe quel pays, etc., je croyais pour faire un coup d'État à la manière l'Amérique latine des années 50. Qui fait des coups comme ça? C'est tout à fait passé. Qu'ils ont, si Paris et Washington a insisté, ne fait pas un coup, laissez les élections continuer, que le militaire, à mon avis, ne ferait pas le coup d'État. Donc, je crois que, soit directement, soit indirectement, ils ont laissé le militaire faire le coup, et toutes les conséquences après ça, c'est le résultat de cette décision. Comment expliquer que l'armée tunisienne a accepté le résultat des scrutins le 23 octobre, à comparer par l'Algérie, notre voisin, en 91, qui a tout à fait refoulé les élections? Vous savez mieux que moi. L'armée gentille, nous avons une armée gentille et compréhensible. Oui, Est-ce que vous voulez dire que les militaires algériens en 1991 étaient contrôlés par Paris et Washington? non, ne dis pas ça. Non, vous avez dit si Paris et Washington n'ont pas voulu ce coach militaire, ils ne l'ont pas fait. À ce moment-là, je croyais que le rôle de Paris et Washington était crucial. Parce que vraiment, c'est une grande décision. La dernière fois qu'ils ont fait des coups d'État, c'est 65. C'est longtemps. L'Algérie a évolué. C'est l'image pour l'Algérie très importante, vous savez, dans le monde entier. Les Nations Unies, ailleurs, etc. Il ne veut pas voir, voilà, l'Algérien, c'est un coup d'État à la manière Amérique latine, voilà. Non, non. Regarde, il peut le faire un coup d'État en 88. Il n'a pas fait. Il peut le faire à 89, il n'a pas fait. Il peut le faire à 90, il n'a pas fait. Pourquoi il a laissé l'élection démocratique de passer comme ça? Donc, à le moment critique, entre les deux tours, le rôle de Paris et Washington, je crois, était important. N'oubliez pas, vous vous rappelez, même dans les rues de Paris, même dans les rues d'Algérie, toutes les villes, il y a des manifestations. L'armée doit entrer, il faut arrêter ces islamistes, les terroristes, etc. Et ils ont utilisé cette excuse d'une réaction populaire qui veut justifier ça. Donc, non, Paris et Washington ne contrôlent pas le militaire. Mais si il a pris une position directe, spécifique, ne fait pas un coup d'État, je crois que le militaire pensait deux fois avant de faire ce coup d'État. Heureusement, le militaire tunisien est très gentil. Oui, voilà. C'est bien votre précision, parce que les Tunisiens vont dire l'armée algérienne avec l'ordre américain. Il ne faut pas dire ça. شكرا. Ça ne pose pas de